Donc, je suis heureux d'accueillir pour cette session, cet échange au sujet de la création d'établissements récents ou plus anciens. En premier lieu, donc Hervé Roland, qui est président de la Fondation pour l'école depuis le mois de janvier. J'ai également à mes côtés Fanny Pessec-Riblier, qui est directrice d'Upschool 21, et Cédric Page, qui est directeur de l'IFEA, dans le 92, à Clichy aujourd'hui. Donc c'est vrai que, comme vient de le rappeler Diane et Ticiane Saleron, l'année 2020 a été marquée par une annonce qui a constitué un coup de tonnerre de l'aveu même du président de la République, lorsque le 2 octobre, dans son discours, il annonce une réforme qu'il déclare lui-même très importante, qui était l'interdiction de la scolarisation en famille et l'obligation d'une inscription dans un établissement scolaire de tous les élèves de France et de Navarre. Et donc, cette remise en cause de ce principe ancien, qui était défendu pourtant par Jules Ferry lui-même, très explicitement dans les débats parlementaires de la loi ayant rendu la scolarité obligatoire et gratuite en France, cet acquis de plus de 100 années d'existence a été remis en cause l'année dernière, et avec une mesure effective qui entre de façon effective en 2022, à la rentrée 2022. Donc, dans le cadre de ces nombreux débats, nous avons vu une très forte mobilisation de la société civile, en premier lieu les parents, bien entendu, attachés à cette liberté qu'ils avaient de pouvoir instruire leurs enfants en famille, pour certains en utilisant eux-mêmes un certain nombre de supports, et pour d'autres en ayant leurs enfants inscrits dans un cours d'enseignement par correspondance avec un suivi régulier. Et donc c'est pour moi l'occasion de vous annoncer que Xavier Dubélé, qui devait être à nos côtés. Xavier Dubélé, qui est le fondateur et le directeur du cours Griffon, qui est un cours d'enseignement à distance, a eu un pépin de santé et donc a dû déclarer forfait. Il est partenaire cette année encore, comme de la première édition du salon Lipsco. Et donc nous le regrettons bien. Cette œuvre qu'il a fondée apporte un service dont, à titre personnel, mes enfants ont pu bénéficier et bénéficient toujours. Parmi les nombreux cours d'enseignement à distance, d'école par correspondance, il est l'un des plus récents, et avec un certain pragmatisme dans la mise en œuvre de son activité, à travers aussi des supports vidéo, une assistance numérique aux élèves instruits à domicile, pour 1000 raisons, voilà, dans le cas de cette capacité qu'avaient les parents jusqu'à maintenant de faire ce choix-là. Alors pourquoi sommes-nous autant attachés à cette liberté précieuse d'enseignement? C'est parce que nous constatons qu'après un discours très décliniste, mais réaliste, hélas, sur la situation de l'école en France, la société civile, les Français, conscients de ces réalités, de ces difficultés, relèvent les manches et se mettent eux-mêmes à fonder depuis un certain nombre d'années. Je dirais que depuis 2013-2014, nous avons assisté à un véritable boom de la création d'établissements nouveaux, avec en moyenne plus de 100 établissements nouveaux créés par an. Cette année, nous en avons eu 122. Et donc, il nous paraissait important de donner la parole parmi ce nombre important de créateurs d'écoles que nous conseillons, que nous assistons, à 2 établissements en particulier de création plus récente, et qui viendront nous donner leur témoignage sur les motivations, les raisons pour lesquelles ils ont pu entreprendre ce projet. C'est un projet de vie, vraiment, pour les personnes qui se lancent dans cette activité. Et nous allons donc découvrir ces parcours riches d'une expérience intéressante qui peut constituer un aiguillon à sa mesure, pour une réforme plus large du système éducatif français. Donc, en premier lieu, je souhaiterais donner la parole à Hervé Roland, qui est maintenant président depuis le mois de janvier de la Fondation pour l'école, et qui s'est engagé dans le feu de la bataille sur cette défense de l'instruction en famille, mais plus largement, à l'issue d'un parcours en entreprise que vous avez eu, en particulier donc chez IBM. Vous avez accepté de prendre ma suite comme président de cette fondation. Et ma question, d'en comprendre les raisons. Voilà, pour quelles raisons avez-vous décidé de relever les manches d'une autre façon dans la poursuite d'une carrière intéressante au sein d'une grande entreprise
Donc Hervé, à vous la parole. Alors peut-être qu'avant de parler, je pense qu'on ne peut pas ne pas mentionner le fait que nous sommes le 16 octobre. Et donc, c'est un triste anniversaire. Et puisque nous parlons de l'éducation d'école, indépendamment du type, je pense que j'ai une pensée, nous avons tous une pensée pour la famille de Samuel Paty. Je réponds à votre question. Alors moi, je suis un directeur général dans une grande entreprise internationale. Si j'ose dire, pour moi, l'éducation, je suis en bout de chaîne. Et en bout de chaîne, je vois arriver des personnes qui sont, ne tournent pas autour de pot, très diplômées. C'est du bac plus 5, 6, 7. C'est X, Centrale, Mines, HEC. C'est ça le recrutement, 94% de cadres dans notre entreprise. Mais j'ai découvert depuis quelques années ce que j'appelle des trous dans la raquette. Alors ça va sans doute faire rire, mais vous allez voir que ce n'est pas si drôle. Quand quelqu'un d'origine portugaise, une de mes collaboratrices, m'explique que l'Angola est en Amérique du Sud, elle sait que c'est un pays lusitophone, sans doute. Peut-être en fait-elle une province du Brésil, je pense mais ça m'inquiète. Je passe sur mes combats sur la différence, je serai avec un S ou pas, selon qu'on est au futur ou au conditionnel. Mais plus grave, et là tant pis, je dénonce un Supélec à qui je dis 1515 et qui me regarde. Donc je dis Marignan et qui me regarde et qui me dit c'est quoi Marignan? Alors peut-être, suis-je trop vieux, mais il n'y a pas d'élèves de ma génération qui n'avaient pas entendu parler au moins de Marignan. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de ce type. Pourquoi c'est pas drôle? Parce que dans ma fonction de direction générale, je dois promouvoir et puis surtout je me compare. Ma dernière responsabilité était une responsabilité européenne. Et je vois, j'ai des collaborateurs dans tous les pays d'Europe, y compris en Russie, dans tous les pays de l'Est. J'ai également assuré une responsabilité mondiale. Et j'ai donc eu des collaborateurs japonais, chinois, coréens, américains, etc. Et je le dis très clairement, je vois, on a parlé de déclinisme, une baisse du niveau des Français, mais surtout, ces trous dans la raquette sur le plan culturel font que, quand vous devez nommer quelqu'un à un poste, vous êtes obligé de vous rappeler que cette personne n'a pas tous les éléments pour, dans une société internationale, répondre à toutes les questions. Elle se trouvera en face de personnes importantes et une énormité comme celle que je viens de citer fait que ces personnes, pour être très directes et très concrets, ne seront pas promues. Et donc, aujourd'hui, pardon de paraître décliniste, mais moi, je suis carrément paniqué des nouvelles générations que j'ai vues arriver, parce que, par ailleurs, elles ne le savent pas. Il y a, par définition, il y a ce que vous savez, mais il y a ce que vous ne savez pas, je ne sais pas ce que je ne sais pas, etc. Donc, pour moi, c'est très grave, et ça m'a donné immédiatement l'envie, le besoin, alors que ce n'est pas effectivement mon métier. Pendant 40 ans, j'ai été dans l'industrie informatique, et je me dis, mais ça n'est plus possible. Il faut absolument que la France redresse la barre. Tous les classements le confirment. Ça ne va pas. Mais il s'agit bien pour nous d'occuper les places qui sont les nôtres dans les années qui viennent. Voilà les raisons de mon engagement. Merci Hervé. Moi, je témoigne du fait que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, grands comme petits, ont mis du temps, me semble-t-il, à réaliser ce décrochage français. Nous avions beau citer un certain nombre de classements internationaux, un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs que nous rencontrions, qui ont eu des enfants inscrits dans de bons établissements, qui faisaient partie de ceux qui étaient informés sur les parcours scolaires qu'il faut suivre pour s'en sortir, avait la peine à toucher du doigt cette réalité du décrochage français et de cette perte de la substance chez bon nombre d'enfants. Je dirais que ça fait maintenant 5-6 ans, pas encore 10 ans, que cette prise de conscience existe. Donc c'est intéressant de voir comment ces entrepreneurs sont aujourd'hui des points d'appui, des personnes conscientes de cette réalité et se tournent vers ces sujets éducatifs qui devraient, selon moi, être un des sujets majeurs. Quand on parle d'investissement d'avenir, on doit parler d'abord de l'investissement dans l'éducation, bien entendu, et de faire enfin la place à ces initiatives qui décident de relever ces défis éducatifs que l'éducation nationale a beaucoup de mal à traiter, à appréhender, compte tenu de la taille et du gigantisme de cette structure. Donc, si cette situation de décrochage
commence à être perçue par, je dirais, le haut le gratin, hein, le haut du panier. C'est une situation qui est quand même appréhendée depuis longtemps par les professeurs eux-mêmes. Hein. Et donc, dans les créations d'écoles, nous voyons, bien entendu, des projets émerger de la base, j'ai envie de dire, de personnes qui sont au contact quotidien des élèves, des enfants, qui ont pu avoir une expérience d'enseignement et qui ont décidé, elles également, de relever ce défi. Et donc, c'est la situation en particulier de vous, Fanny. Après plusieurs années comme enseignante, vous avez décidé de créer votre école, Upschool 21, qui est située dans le Val-de-Marne. Et donc, pour vous, quel a été le déclic qui vous a fait vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale où l'on crée une entreprise pas comme les autres ? Alors merci Lionel pour cette question. Moi, je vais remonter même un peu en amont sur mon parcours. Moi, je suis issue d'une famille nombreuse, en intergénérationnel, puisque mon plus jeune frère a 16 ans de moins que moi. Donc, j'ai vu aussi la force de l'intergénérationnel dès l'enfance. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait confiance dans mon parcours, qui m'ont toujours soutenue, quels que soient mes choix. Donc moi, j'étais plutôt une élève scolaire et brillante, et donc j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé dans un cabinet d'audit qui était à l'époque très très innovant, très dynamique. Et puis à la naissance de mon premier enfant, mon mari travaillait aussi dans l'audit, j'ai dit oulala, là cet enfant-là, c'est pas possible, j'ai envie d'en avoir plusieurs, j'en ai 4 aujourd'hui, et donc qu'est-ce que je peux trouver comme métier qui a du sens ? Et donc j'ai passé le concours de professeur des écoles parce que il me plaisait pour son côté justement transdisciplinaire, le fait qu'on puisse toucher à tout, aussi bien au sport, à la musique, qu'on puisse faire des projets, etc. Et donc je suis passée de ce cabinet très très dynamique à l'éducation nationale, et là j'ai eu l'impression de faire 200 ans en arrière, c'est-à-dire que là où j'avais un intranet dans mon cabinet, on se déplaçait, on fonctionnait par le mail, je suis arrivée, il y avait la machine à stencil à l'école, et puis surtout vous avez parlé de compétences, mais on travaillait seul, alors que moi j'étais habituée à travailler en équipe, donc j'ai dit mais moi c'est pas possible, je peux pas fonctionner comme ça, je ne connais rien à ce milieu, même si je me suis formée, hein, j'ai passé le concours, etc. Donc travaillons en équipe. Donc chaque semaine, on se réunissait, et on a monté une équipe qui travaillait ensemble pour apprendre et pour avancer. Et grâce à ça, j'ai vu comment on soulevait des montagnes, grâce à cette force de l'équipe. Et puis par ailleurs, j'ai eu la chance aussi, comme Cédric, d'avoir une chef d'établissement qui était passée aussi par le monde de l'entreprise, donc qui me faisait confiance sur mes projets. Voilà, la confiance, je pense que c'est une clé. Et puis, j'allais dire, dans les codes dont vous parlez, moi, j'ai aussi été très tôt sensible à l'importance du numérique et de l'international. Donc, quand j'ai eu mes élèves, qui à l'époque étaient en CE1, CE2, j'ai monté une des premières tweet classes en France, et ça avec un collectif d'enseignants innovants qui faisait ça, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui innovent, et en disant, grâce à ça, on va apprendre, on va s'ouvrir, on va se déformer, on va s'inspirer, etc. Donc, non seulement ça m'a apporté énormément personnellement parce que je me suis formée à des outils, et puis j'ai vu aussi toute cette connexion de personnes qui ne venaient pas du tout en fait du monde de l'éducation et qui s'intéressaient à ce qui se passait dans ma classe, des chercheurs, des personnes du monde de l'entreprise, des personnes du monde politique, des parents. Donc tout ça, voilà. Et puis je suis rentrée dans des projets collaboratifs qui ont pris des dimensions très importantes. Et toute cette énergie, en fait, m'a donné envie. Puis j'ai commencé à voyager aussi. Parce que je me suis dit, il faut que je me forme, ça va pas. Donc j'ai voyagé dans le monde, je suis partie, je me suis inscrite à des congrès. Dès que je voyais numérique, changement, éducation, j'avais dit, il faut que j'y aille. Donc voilà, donc j'ai rencontré plein de monde. Et puis je pense que j'ai la chance aussi, avec la confiance que j'ai en moi, de voir des personnalités qui m'inspirent et je les contacte. Et je leur dis, voilà ce que je veux faire, comment vous m'aider. Donc aujourd'hui, en fait, Upschool 21, c'est un projet qui a été monté complètement en intelligence ouverte, humaine, avec des gens qui viennent du monde de l'entreprise, du monde associatif, du monde politique. J'ai des jeunes en service civique, j'ai des personnes en reconversion dans le monde du travail, du mécène de compétences énormément, pas forcément avec beaucoup de moyens. Moi, j'ai pas fait ça parce que j'étais mécène et que j'avais beaucoup d'argent. J'ai fait ça parce que j'avais des idées, du réseau et de l'énergie. Et je suis extrêmement optimiste et je veux... Mon leitmotiv dans ce projet est de transmettre cet optimisme pour les générations futures. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Upschool 21 ? C'est en fait déjà une école qui accueille du primaire à la fin du collège des élèves décrocheurs et des adultes décrocheurs, d'une certaine manière, parce que tous ceux qui viennent dans le projet décrochent de quelque chose, de l'étranger, j'en ai une qui vient d'arriver du Liban, de Chine, de partout, qui ont envie de vivre autre chose. On propose pour tous, que ce soit pour les adultes
ou les enfants un parcours complètement personnalisé. Donc ça, c'est l'inverse, j'allais dire, de l'éducation nationale, où il y a un moule, à 7 ans, il faut faire ça, à 8 ans, ça. Là, on part des besoins de l'enfant et de l'adulte, et on essaye de le stimuler, en fait, dans sa perte de confiance en lui, qui est, voilà, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui se passe, voilà. Et on le forme au code de la vie. Donc, on passe beaucoup de temps sur le savoir-être. Vous avez parlé des apprentissages, mais les apprentissages ne peuvent rentrer dans la tête d'un jeune ou d'un adulte que si aussi on est bien avec soi, si on est bien pour les recevoir. Or aujourd'hui, on ne consacre pas assez de temps, à mon sens, dans le système classique autour de ça. Et en fait, de travailler donc, sur ce qu'on appelle toutes ces compétences humaines, socio-relationnelles, permettent que les apprentissages arrivent. Qu'est-ce qu'on fait aussi ? On est ouvert à l'international. Donc, très vite, moi, je suis partie aussi avec mes élèves à voyager dans le monde. Donc, on est allé au Canada, on est allé en Finlande, on est allé en Espagne, on est allé en France, on est allé voir d'autres écoles, on va sur les congrès. On était encore la semaine dernière à la BPI, on va aller au Salon de l'Éducation, on va aller au Change Now Summit. Voilà, dès qu'il y a des choses, mais on va aussi dans la ville. Donc, on apprend avec l'extérieur. Donc, au lieu que l'école soit en fait un entre-soi, un bocal dans lequel on tourne en rond parce qu'il y a tout, il y a le gymnase, il y a la salle d'informatique, il y a tout le monde qui sait tout, soi-disant, à l'intérieur. Nous, on va chercher à l'extérieur, en fait, les compétences pour s'enrichir. Et notre but n'est pas de sortir de l'éducation nationale tous les élèves, c'est de dire, voilà, on peut faire autrement aujourd'hui. Comment on coopère entre nous pour aider ces jeunes, pour aider ces adultes. Et donc, aujourd'hui, au-delà de l'école, j'ai aussi monté avec les enfants une entreprise à mission. Donc, on est les plus jeunes, rentrés dans la communauté des entreprises à mission avec les enfants dont le plus jeune a 6 ans. Attention, je dis quand même. De 6 à 15 ans. Donc, pareil, on se forme, on rencontre des mentors, on va sur les salons. Donc, à la BPI, par exemple, ma fille qui était là et qui, à l'école, était la plus jeune. Donc, voilà. Elle est actionnaire minoritaire, non ? Il n'y a pas d'actionnaire. Voilà, c'est aussi ça. C'est que notre but n'est pas de gagner de l'argent. On va chercher le trop. Donc moi, j'ai par exemple trop d'énergie, trop d'optimisme, trop de chance, parce que j'estime que voilà. Donc je le partage et je vais chercher le trop chez les autres. Donc qui a trop de temps ? Ça aujourd'hui, c'est énorme. Trop de temps, on a partout. Donc notamment avec le confinement. Qui a trop d'outils ? C'est partout. Donc les outils, on en trouve. Qui a trop d'argent ? Ça, c'est plus dur. Mais une fois qu'on a le trop de temps et le trop d'outils, on arrive aussi au trop d'argent. Donc aussi, ce que je voulais dire, c'est que dans notre projet, on a fait le vrai coût. Donc, le vrai coût d'un élève, notamment décrocheur, il est autour de 15 000 € par an. Donc, on a dit maintenant qui le finance. Est-ce que ce sont des parents ? Est-ce que ce sont des fondations ? Est-ce que ce sont des mécènes particuliers ? Est-ce que ce sont des entreprises ? Donc, voilà, je vais chercher tout cet argent parce que moi-même, je ne peux pas être mécène financier. Donc, on accueille des boursiers depuis le début. Donc, on a eu plus de 50% d'enfants boursiers. Donc, on a aussi un projet qui est, je veux dire, en diversité culturelle. Les enfants viennent des 4 coins de la planète. On a tous toutes les couleurs. On a tous les niveaux socio-culturels. Et notre objectif, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on peut faire autrement avec optimisme et toujours en s'appuyant sur un avenir meilleur pour ces jeunes et en les mettant en lien avec des adultes qui vont leur permettre, ou d'autres jeunes, qui vont leur permettre de découvrir leur potentiel et tout ce qu'ils peuvent tirer d'eux-mêmes. Voilà. Merci pour cette bonne présentation. Je ne sais pas si c'est pas... Donc, le parcours de la création d'école, Cédric Page, vous savez également ce que c'est. Vous êtes agrégé de mathématiques, vous avez été entrepreneur, vous avez enseigné un certain nombre d'années, une quinzaine d'années d'expérience dans ce domaine de l'éducation. Et vous avez décidé de créer votre structure, donc l'IFEA, à Clichy, qui accueille aujourd'hui 150 élèves du CP à la 3e. Et j'ai envie de vous poser la même question. Voilà, qu'est-ce qui a provoqué ce déclic chez vous après cette double casquette à la fois d'entrepreneur et de personnes initialement motivées pour transmettre ? Alors, la motivation, elle est multiple. Évidemment, elle vient d'abord d'une passion. Dès que j'ai eu 13 ans, j'avais envie d'être professeur, j'avais envie de transmettre. Et donc, j'ai en effet eu une agression de mathématiques. Ça aurait pu être de n'importe quelle discipline. Ce qui m'intéressait, c'est d'abord de transmettre. J'ai enseigné en effet pendant 15 ans du collège à l'université, donc j'ai une vision assez complète du système éducatif et de l'éducation nationale en particulier. Et dès les premières années d'enseignement, alors j'ai enseigné, les premières années étaient dans un collège très 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 défavorisé. Et donc dès les premières années, j'ai passé de très belles années, j'ai appris beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte finalement que ce système-là, ce collège unique était probablement défaillant sur un certain nombre de choses et qu'on pouvait en tout cas faire mieux.
Donc probablement que la première source d'inspiration, elle venait déjà de là. Ensuite, elle vient du fait que je sois parent de 2 enfants qui sont plutôt brillants à l'école, on va dire, mais tous les matins, ils me posaient la question, la plus grande est maintenant à l'université, et le plus jeune est dans notre école, mais il me posait la question, mais pourquoi on va à l'école? Pourquoi je m'ennuie autant à l'école? Pourquoi j'apprends ça? Quel est le sens de tout ça? Et donc, ils étaient extrêmement malheureux, et ma grande fille a même eu la phobie scolaire, parce qu'encore une fois, elle ne comprenait pas pourquoi elle devait subir 8 heures par jour ce traitement-là, encore une fois, sans avoir de but. Je vais rejoindre la vision d'Hervé, puisque ensuite j'ai complètement bifurqué. J'ai créé une start-up que j'ai revendue. J'étais ensuite cadre dirigeant d'une multinationale. Et là, je dois dire que je partage les visions d'Hervé sur, d'une part, la différence entre les pays, la formation entre les pays, etc. Le désalignement entre les besoins et les savoirs des jeunes diplômés pourtant de grandes écoles. Et au-delà des savoirs, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est la notion de compétence, qui n'était pas du tout adaptée au monde du XXIe siècle et surtout du monde numérique. Je vous donne un exemple. On a engagé, nous aussi, alors je ne donnerai pas les écoles, mais de jeunes diplômés de très grandes écoles, surtout de commerce. Et ces personnes-là étaient très, très efficaces d'un point de vue individuel, mais si vous les mettiez dans un groupe, et si vous leur demandiez d'être créatifs, ils n'étaient pas bénéfiques pour le groupe, voire même plutôt négatifs. Et ils n'étaient pas du tout créatifs. Or, aujourd'hui, dans le monde du XXIe siècle et surtout dans les entreprises innovantes, eh bien, il faut savoir travailler en équipe et être créatif. Donc, vous voyez, on était complètement à côté de mon point de vue. Et puis après, la dernière motivation, je crois qu'elle est presque politique. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, il y a un dysfonctionnement clair. Et je crois qu'il y a le consensus aujourd'hui, enfin, il est fait. C'est-à-dire que les enfants, les parents, les professeurs, les politiques sont tous au clair sur le fait qu'il y a un dysfonctionnement du modèle. Quand on regarde n'importe quelle étude, qu'elle soit d'ailleurs internationale, mais aussi qu'elle soit nationale, quand on compare les résultats des élèves, de tous les élèves, c'est-à-dire de ceux qui réussissaient déjà et de ceux qui ne réussissaient pas, tous ces élèves-là, finalement, sont moins forts aujourd'hui en mathématiques ou dans la compréhension de la lecture que dans des années 80. Donc on voit bien que tous ces indicateurs montrent que le système dysfonctionne, le système éducatif dysfonctionne, en France et dans d'autres pays, mais particulièrement en France. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors certes, il y a encore une fois cette prise de conscience, mais je crois qu'il n'y a pas la prise de conscience que c'est une urgence, c'est-à-dire qu'il faut agir tout de suite. Et d'ailleurs, c'est assez regrettable quand on voit les sujets qui sont traités dans la présidentielle actuellement, où le sujet de l'éducation, finalement, alors on en parle via la revalorisation des professeurs, qui est le petit bout de la lorgnette. Il faudrait se poser la question, mais qu'attendons-nous de l'école? Ce qui est déjà la première question. Qu'attendons-nous? Quelle est la mission de l'école? Voilà, donc tout ça, c'était les sources de motivation. Et donc, on a créé un projet, qui est le projet IFEA, qui est un modèle éducatif. Et on a eu la chance de pouvoir partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire de vraiment se poser les questions depuis le début. Et la première question était donc, qu'attendons-nous de l'école? On va créer des écoles. On a le sentiment qu'il faut essayer de ne pas remplacer l'éducation nationale, c'est pas le sujet, mais de montrer qu'il existe une autre voie. Et donc, on s'est posé cette question-là, qu'attendons-nous de l'école? Alors évidemment, chaque personne peut avoir une réponse différente. Il n'y a pas une bonne réponse à ça. Hein. Chaque école est différente et on peut avoir des visions très, très complémentaires. Mais en tout cas, chez IFEA, la mission des écoles IFEA, c'est de permettre à chaque enfant de devenir un adulte épanoui dans le monde du XXIe siècle qu'il contribuera à bâtir. Voilà notre objectif. Et à partir du moment où on est au clair avec cet objectif, il y a un certain nombre de choses qui découlent naturellement, que ce soit en termes de méthode, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes d'organisation. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de cela maintenant ou un peu plus tard. Nous allons y revenir. Voilà, donc j'y reviendrai. Très bien. Fanny, votre école, elle porte un nom, Upschool 21. Donc nous avons compris que vous souhaitiez que cette école soit adaptée aux défis du XXIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage?
Alors, je peux en dire un peu plus sur le nom de l'école. En fait, Hub, comme vous avez compris, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne en réseau, qui adore mettre les gens en lien et puis aussi être dans le réseau. Hein. Moi aussi, enfin, me mouvoir dedans. Donc, c'est quelque chose qui me semble aussi important parce que quand vous parliez effectivement des codes, il y a aussi comment on communique avec les autres. Est-ce qu'on communique pareil avec son frère, avec son grand-père et avec quelqu'un lorsqu'on est dans un rendez-vous professionnel. Et ces codes-là, moi, notamment sur les réseaux sociaux, moi qui suis très active dessus, je remarque qu'ils ne sont pas acquis. Et en fait, tous les jeunes et les adultes ont aujourd'hui la Ferrari qui est d'aller sur les réseaux, de les utiliser. Personne n'a le mode d'emploi. Donc voilà, donc le mode d'emploi est important. Alors School, c'est effectivement école, mais aujourd'hui, Hub School se décline. Il y a Hub Service 21, qui est notre entreprise à mission. Il y a Hub Space 21, qui va être les prochains lieux en Open Innovation qu'on va monter, donc le premier à Vincennes bientôt. Et puis, on a Hub Skills 21 aussi pour toutes les formations, math skills, soft skills, etc., qui vont être de 6 ans à 99 ans, enfin, ou même avant, dès la naissance, enfin, tout va bien, ou avant, même quand on est enceinte, pourquoi pas. Donc voilà. Alors, le mot 21, j'allais dire, il peut être à la fois il est très complet, enfin le mot, le nombre 21. Donc, il est venu au départ, effectivement, parce qu'il y avait, à l'époque où on a créé ce projet, la COP 21. Il s'avère qu'on était incubé dans un incubateur qui s'appelait le School Lab, qui était au 21 rue de Cléry. Qu'ensuite, on a trouvé les locaux au 21 rue Diderot. Quand je joue au tarot avec nos élèves, et moi j'adore jouer au tarot avec mes enfants qui savent tous jouer depuis qu'ils ont 4 ans, le 21 c'est la carte où on gagne à tous les coups. Et le 21 c'est aussi la trisomie 21. Donc en fait je pense que ça représente, et puis bien sûr les compétences du 21e siècle. Et c'est peut-être le 421, bon voilà. Donc c'est en fait un nombre, et puis aujourd'hui on est en 2021, voilà, donc c'est peut-être le départ d'autre chose. Donc voilà pour 21. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, parce que c'est important dans notre structure, on communique donc énormément, on apprend les codes de communication sur les réseaux et notre entreprise à mission, son but est justement d'aider des associations locales à communiquer. Donc, les enfants ont choisi des associations autour de l'humain, de la nature, parce qu'on travaille beaucoup avec la nature, et des animaux, hein, même si tout ça est dans la nature, hein, les humains et les animaux. Et donc, pourquoi, par exemple, j'ai cette couleur orange qu'ont tous les enfants et pourquoi on a un logo. Donc déjà, le logo a été conçu avec les enfants et un graphiste. On fait tout en équipe, voilà, donc qui représente toutes les valeurs de notre structure qui sont dans toutes les déclinaisons d'Hub School. Et donc la connexion à la nature, la connexion au monde, l'ouverture, le fait de se former, la différence, etc., l'international. Et puis aussi, je vous ai parlé d'optimisme. Donc cette couleur orange, en fait, relie aussi dans un message optimiste tous ceux qui participent au projet. Et aussi, on nous repère. Parce qu'en fait, quand on se déplace, vous voyez, là, par exemple, quand on était au BIG la semaine dernière, on s'est fait repérer quand même par nos tenues. Donc, c'est un moyen d'accrocher et que les enfants apprennent, et les adultes, du coup, aussi à communiquer sur qui ils sont. Donc en fait, j'allais dire, c'est très... L'accompagnement qui est proposé au sein de la structure et ça sur lequel on témoigne, c'est qu'en fait l'éducation c'est pas seulement les maths, le français, les fondamentaux qui sont essentiels et sur lesquels effectivement aujourd'hui il faut revenir parce qu'effectivement les collégiens qui arrivent chez nous, c'est peut-être pareil Cédric pour vous, n'ont pas acquis pour la plupart ces fondamentaux. Donc on prend le temps de revenir dessus, on a le temps. Ils ont 15 ans, ils ont 20 ans, et puis même à 50 ans, 70 ans, on peut revenir dessus. Donc on prend le temps de faire ces fondamentaux, on prend le temps de travailler les codes relationnels, et surtout, on va chercher la connaissance de soi. Quels sont ses talents, quelles sont aussi ses difficultés, et comment on peut, avec ce qu'on est, sa personnalité, se transformer grâce aux expériences que l'on vit à l'école, aux rencontres, etc. Donc il y a une partie aussi très importante du projet, qui est la mise en lien avec des mentors qui viennent de partout. Aujourd'hui, on a des personnes de la mairie de Vincennes qui participent au projet. J'ai une voisine de 90 ans au-dessus de nous qui participe au projet. Des jeunes en service civique qui aussi participent. Des gens, comme je vous ai dit, de l'international. Donc l'idée, c'est de montrer que le monde aujourd'hui, c'est ça. Et comme vous disiez, Cédric, c'est le même constat, je pense qu'on fait, c'est-à-dire que comment on se prépare pour être bien dans ce monde, pour être un citoyen engagé et non pas un râleur qui ne participe pas et qui
qui voit que les problèmes. Comment on transforme en fait les problèmes en questions. Qu'une des compétences, vous avez cité la créativité, l'adaptabilité, pour moi, est juste fondamentale. Comment on s'adapte à son interlocuteur, à son environnement, et comment aussi on met une ambiance, parce que alors là, moi, je pense que je suis très là-dessus accrochée à ça. Comment l'ambiance qu'on met autour, donc comment aussi on change les espaces. Si on ne change pas les espaces d'apprentissage, on ne peut pas non plus changer l'apprentissage, parce que l'espace est extrêmement moteur. Voilà, tous nos sens. On n'utilise pas juste sa tête, on utilise son cœur. On utilise son corps, on travaille beaucoup sur le corps, on fait de la méthode Alexander, on fait du yoga, on fait de la méditation, beaucoup de sport. Et puis aussi, on ouvre aux langues et à la différence. Chinois, anglais, espagnol, français, langue des signes. Et puis quoi d'autre, enfin, on va continuer comme ça. Donc voilà, donc se dire ces compétences-là, c'est notre monde du 21e siècle. Le constat est positif. Allons-y, bougeons. Toute la société a bougé. L'école doit préparer, peut le faire. Elle a les moyens. Après, voilà, c'est une question d'envie, c'est une question de choix, mais on a les moyens. Allons-y. Merci. Hervé Roland, donc la Fondation pour l'école qui accompagne les créateurs d'écoles dans leur parcours de création et puis ensuite au long cours avec ces actions de formation aux directeurs d'établissement. Quelles sont aujourd'hui les tendances de la création d'écoles telles que vous pouvez un peu le voir de l'observatoire que constitue la Fondation? Alors comme ça a été dit tout à l'heure et comme l'enthousiasme communicatif le prouve, c'est une forte dynamique, aussi liée au fait que le constat est partagé et que finalement on sent que l'éducation nationale va mettre beaucoup de temps à bouger, on l'espère tous, et quelque part même les établissements sous contrat sont quand même un peu dans la même dynamique. Donc les établissements indépendants, ça explose. Vous avez cité les 122 ouvertures cette année. Intéressant de noter que 48%, donc la moitié, ce sont des collèges et des lycées. Ce qui est très logique. Ça a décollé en 2013-2014 et chaque année, les enfants prennent un an. C'est une vérité fondamentale. Et donc, après le primaire, on arrive donc au collège et au lycée. 60 projets à peu près ont été repoussés à la rentrée 2022 du fait du Covid, enfin des difficultés. Mais nous avons, si j'ose dire, en stock 150 dossiers pour 2022 déjà préparés. Et nous avons évidemment les conséquences prévisibles des décisions concernant l'instruction en famille. Je rappelle que les écoles indépendantes aujourd'hui, 1568, 85 000 enfants, l'instruction en famille, 62 000 élèves. Supposons qu'un simple tiers de ces 62 000 ne puissent plus, leurs parents ne puissent plus exercer l'instruction en famille, bien ça ferait donc plus de 20 000 élèves, très vraisemblablement, dans les écoles indépendantes. Donc, et nous avons beaucoup de demandes de création, ça a été dit tout à l'heure par Ticiane, beaucoup de projets. Je le dis très clairement, alors j'ai l'habitude d'être assez clair dans mes propos, ce n'est pas toujours le cas dans le monde de l'éducation, mais je viens d'un monde où on se dit les choses. J'entends parler d'un concept qui me fait peur, c'est le mot micro-école. Donc je le dis très simplement et très clairement, nous, la Fondation pour l'école, on n'aime pas. On a un souci, c'est la pérennité des écoles. La bonne volonté, c'est merveilleux, c'est superbe, mais ça ne suffit pas. Il faut des compétences dans beaucoup de domaines et je sais que c'est difficile parce qu'il faut gérer. Il y a des gens qui ont des problèmes d'immobilier. Quand on est en région parisienne, ce n'est pas les mêmes problèmes que les écoles rurales, etc., etc. Mais on ne peut pas se permettre de faire du pseudo-familial, de mon point de vue, déguisé. Donc, je lance là un petit signal. Je ne sais pas combien d'élèves. D'abord, je ne sais pas ce que seront les décrets finalement concernant l'instruction en famille. On ne sait pas quelles seront les exceptions, mais si plusieurs milliers d'enfants, c'est quand même très vraisemblable, rejoignent les écoles indépendantes, il y aura quand même beaucoup de travail, beaucoup de nouvelles créations, donc une dynamique tout à fait importante. Alors évidemment, tout ça dans plein débat électoral, avec tous les soubresauts auxquels nous devons nous préparer, compte tenu de l'actualité. Il est d'ailleurs très triste de voir qu'effectivement le sujet n'avance pas, en tout cas parce qu'on est dans un paradoxe hallucinant. Il y a un constat partagé. Alors encore une fois, c'est la personne d'une entreprise qui parle, mais j'ai lu il y a quelques mois
la déclaration d'une dame qui s'appelle Fabienne Rosenwald, donc de la DEP, donc personnage important de l'éducation nationale, commentant le fameux classement TIMSS, donc connaissance des élèves sur les maths et la science de manière générale. Je rappelle que c'est 4000 élèves de CM1, 4000 élèves de 4e. Dans tous les pays du monde. Nous sommes les derniers de l'OCDE. On va arrêter de tourner autour du pot. On est les derniers, 37 sur 37. Et c'est l'éducation nationale qui le dit. Et elle ponctue en disant le niveau d'un élève de 4e, c'est celui de 5e en 1995. Donc nous avons perdu 1 an en 25 ans. Mais moi, dans mes fonctions précédentes, j'attends le donc. Donc on constate, donc qu'est-ce qu'on fait? Mais il n'y a rien. Rien. Ça, je trouve ça invraisemblable. Donc là, je me permets... encore une fois, on n'est pas contre l'éducation nationale. Tout le monde voudrait que ça marche très bien. Moi, je suis un pur produit, je le dis très clairement, de l'école publique. Je n'ai jamais mis les pieds dans une école privée. Je vais faire rire, c'est anecdotique, mais je suis né dans une ville où l'école publique, comme toutes les écoles publiques, portent le nom de là où elles sont, à savoir Avenue de la République. Donc je suis un ancien de 2 points, ouvrez les guillemets, école de la République. Pour les curieux, ça se passe à Bourg-la-Reine, en région parisienne. Donc, et j'ai vu, moi, un système public qui fonctionnait parfaitement bien, avec, d'ailleurs, ce qu'on appelait à l'époque de l'étude. Certains de mes collègues qui avaient un petit peu de difficulté, on leur disait, reste en études. Et il y avait là, c'était le lycée Lacanal, il y avait tous les gars en prépa, les filles qui venaient aider ceux qui avaient un peu de difficulté. Il y avait le vrai soutien scolaire, c'était automatique. Tout ça ne marche plus. Le dysfonctionnement est total et je ne vois aucun plan d'action. Donc, aujourd'hui, la réaction de beaucoup de parents, comme ça a été dit, c'est des écoles indépendantes. Et de professeurs. Et de professeurs. Et la souffrance des professeurs, c'est pas les élèves. La souffrance des professeurs, c'est toute l'administration qu'on leur met, les gommettes, les procédures à remplir. Et quand je vois ça, j'ai l'impression de retrouver le très mauvais côté d'IBM, parce qu'il y en a aussi, évidemment, comme dans toutes les entreprises internationales, soyez rassurés. Donc, là où ça devrait être le domaine du savoir, de la connaissance, avant les compétences, c'est les connaissances avant les compétences. Je cite souvent Général de Gaulle qui avait une phrase en disant « La véritable école de commandement, c'est la culture générale ». Moi, je remplace commandement par management. Quand on me demande, la véritable école de management, c'est la culture générale. Si vous n'avez pas une capacité horizontale, vous aurez un problème dans le management, un problème d'adaptabilité. Chaque personne est différente, et tant mieux. C'est comme ça qu'on est... Et c'est pour ça que toute notion de moule, d'où le succès des écoles indépendantes, d'où les difficultés, parce qu'il n'y a pas un centime, je le rappelle. Et personnellement, je pense que nous devons, nous, travailler, la Fondation pour l'école, à faire en sorte que, par exemple, les collectivités territoriales puissent, à minima, participer. Encore une fois, ces écoles sont déclarées, inspectées, contrôlées, et s'il y a des erreurs, et s'il y a des problèmes, qu'ils soient réglés, évidemment. Ce n'est pas un système résistentialiste, si je puis dire. Mais en revanche, cette dynamique, c'est la réaction à un constat partagé, mais pour lequel je ne vois aucun plan d'action. Et donc, je remercie tous ceux qui se lancent. D'ailleurs, je remercie ceux qui nous remercient, parce que comme nous en aidons beaucoup, nous avons aidé plus de la moitié des écoles qui ont été là. Et je suis très heureux de voir, c'est parfois très touchant, quoi, parce que ce sont parfois des petites écoles, des gens qui se lancent, et on les soutiendra. Encore une fois, je demande de faire très attention à tous les équilibres, pas seulement l'équilibre financier, à tous les équilibres éducatifs aussi, pédagogiques, etc. Mais moi, je découvre, vous avez compris, je découvre depuis 1 an, par exemple, cette pédagogie par la nature. Je découvre aussi toutes ces variations de Montessori, une palette très large et tout à fait passionnante, avec des mélanges avec les Freinet, avec d'autres pédagogies. Et en fait, c'est une richesse extraordinaire. Je vous assure que moi, je suis encore dans la phase d'émerveillement non seulement de tous ces enthousiasmes créatifs, mais derrière, ça continue. C'est des gens qui continuent. Et vous voyez, tous ces projets dont je parle, logiquement, on va avoir au moins 200 écoles qui vont s'ouvrir en 2022, avec l'instruction en famille perturbée, peut-être beaucoup plus que ça. Donc, une dynamique formidable. Nous, Fondation pour l'école, nous espérons pouvoir continuer à aider juridiquement, et c'est gratuit, je rappelle, financièrement, là, c'est pas gratuit. J'espère qu'il y a parmi nos auditeurs des personnes qui auront la gentillesse de faire appel à tout leur réseau, et sachant que tout l'argent qu'on reçoit, nous, on le rend aux écoles. Merci Hervé. C'était le message publicitaire, je ne pouvais pas résister. Non, mais la question du financement de ces initiatives, de permettre la durabilité de ces initiatives est un vrai enjeu, un enjeu majeur. Et aujourd'hui, on voit bien que le sujet est compliqué à aborder avec les parlementaires. Toute dépense fiscale nouvelle
est regardé a priori comme hostile en quelque sorte, même si pour un certain nombre de politiques, le chéquier est ouvert aujourd'hui largement. Donc sur cette question de la création d'écoles, Cédric Page, quand on regarde un peu, on analyse votre établissement, dont vous pourrez peut-être nous donner la définition en fait de IFEA, à quoi ça correspond précisément. On y voit une ambition affichée de grande bienveillance, sans renoncer à l'excellence pédagogique, et je crois que c'est important, et avec bien entendu l'objectif qui est l'épanouissement des élèves. Donc, comment est-ce que cette singularité de votre établissement, ou comment faites-vous vivre cette singularité qui concilie cette bienveillance avec le souci de transmettre, donc une excellence académique qui a ses contraintes, la notion d'effort, la notion de travail, de transmission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Au-delà de l'excellence académique, juste pour reprendre ce point-là, je dirais qu'on veut que chaque enfant atteigne son plein potentiel. Donc chaque enfant est différent et chaque enfant n'atteindra pas peut-être une excellence académique, mais en tout cas, on veut que chacun aille au maximum de son potentiel. Et sachant que chez nous, le profil d'enfant, on a beaucoup d'enfants diagnostiqués, je mets de grands guillemets, au potentiel, on a à peu près 30% de nos élèves, et donc chez eux, le potentiel est grand. Et d'ailleurs, tous nos élèves de 3e l'année dernière ont tous eu mention au brevet, alors que vous savez que le brevet dans une école indépendante, ce n'est qu'un contrôle final, donc bien plus difficile qu'un contrôle classique qui s'appuie sur le contrôle continu. Donc pour répondre à votre question, en fait, tout est simple à partir du moment où, encore une fois, vous avez un objectif clair. À partir du moment où vous dites « je voudrais que ces élèves-là soient des adultes épanouis dans le monde du XXIe siècle », vous vous posez la question de quoi on a besoin dans le XXIe siècle. Vous avez besoin de savoir, de compétences. Dans les savoirs, on a 2 grands thèmes, si vous voulez. Alors, nous, on s'appuie sur le socle de l'éducation nationale, parce qu'on s'intègre dans le système éducatif français. Et d'ailleurs, IFEA, c'est Institut français d'éducation pour l'avenir. Donc on s'intègre dans le système éducatif français, ce qui veut dire qu'on s'appuie sur le socle de l'éducation nationale, mais on va faire quelques aménagements, et ça, le fait d'être une école indépendante permet de le faire. Donc dans les grands thèmes, bon, je rejoins parfaitement Fanny et Hervé Roland, évidemment, c'est évidemment la communication, et en particulier la communication avec l'international, concrètement savoir parler anglais. Aujourd'hui, il est impensable pour un enfant de ne pas savoir parler anglais quand il est adulte. Mais une fois qu'on a dit ça, encore une fois, quelle action on met en place ? Alors, si parler anglais, c'est 1 heure d'anglais entre la CP et le CM2 par semaine, je suis désolé, ce n'est pas répondre à la problématique. Donc, chez IFEA, c'est très clair. La moitié du programme est fait en langue anglaise, la moitié du programme est fait en langue française. Les élèves ont 2 professeurs, un professeur francophone, un professeur anglophone. Le matin, c'est un professeur, l'après-midi, c'est l'autre. Et donc, évidemment, pour tous les élèves d'ailleurs, quelles que soient leurs difficultés, certains peuvent avoir des difficultés cognitives peut-être, ou en tout cas avoir des troubles de l'apprentissage, eh bien, il se trouve qu'ils apprennent comme les autres à parler anglais, comme ils ont appris à parler français. C'est la grande surprise. Donc voilà, on a introduit nous aussi l'espagnol et le chinois dès le CM1. Et encore une fois, tout se passe très bien pour tous les enfants. Donc évidemment, ça c'est le pan, la partie ouverture sur le monde, savoir communiquer, mais il y a aussi le monde du XXIe siècle, c'est un monde extrêmement complexe. Jamais le monde n'a été aussi complexe, avec des enjeux absolument incroyables, dont les réponses vont probablement entraîner la destinée de l'humanité. Évidemment des enjeux sanitaires, évidemment des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux, etc. Et donc, pour comprendre ce monde complexe, eh bien, de notre point de vue, il faut être très avancé en sciences, mathématiques, sciences du vivant, la physique, la chimie, mais aussi les sciences numériques. Et donc, chez nous, à partir du CP, toutes ces sciences sont enseignées. Et j'insiste, les sciences numériques y compris. D'abord sans écran, et puis après, on introduit l'algorithmie, on introduit le codage, et tous nos enfants, garçons et filles, apprennent à coder et sont ravis de coder dès le plus jeune âge et développent des compétences logico-mathématiques qui les amènent sur des notions qui sont parfois enseignées à partir du lycée et qui sont aujourd'hui maîtrisées par des enfants d'élémentaire. Alors évidemment, les concepts ne sont pas introduits comme cela, mais la notion de fonction, qui est une notion bien complexe, aujourd'hui des élèves de CM1, CE2 la maîtrisent parfaitement parce que c'est absolument indispensable dans le codage. Donc ça, c'est pour le contenu. Sur la méthode, on ne fait rien que
utiliser finalement les résultats des sciences de l'éducation, des sciences cognitives, de la pédopsychiatrie, qui ont beaucoup évolué ces 20 dernières années, qui sont aujourd'hui utilisées dans le management. Aujourd'hui, quel manager va encore utiliser une sorte de fouet et de carotte pour pouvoir gérer son équipe? Aucun manager ne fait ça. Pourquoi on le fait encore dans l'éducation? Évidemment qu'il faut rechercher le bien-être de l'enfant et que c'est d'abord parce que l'enfant est bien à l'école, qu'il a envie d'apprendre, qu'il va réussir et qu'il va donner le meilleur de lui-même. Évidemment, pour cela, il faut un environnement, un espace qui permette cela, un nombre d'élèves qui permettent cela. Chez IFEA, on a 20 élèves maximum par classe, dans une classe qui fait entre 40 et 42 mètres carrés et qui est complètement équipée, qui est flexible, qui permet de faire plein de choses. Et puis, sans oublier le cœur du sujet, qui est le professeur. Vous pouvez avoir la meilleure pédagogie du monde, le meilleur dispositif du monde. Si vous n'avez pas le professeur qui fait le lien avec l'élève, vous n'avez rien. Donc, on va chercher des professeurs motivés, des professeurs qui sont capables de travailler en équipe. C'est absolument indispensable. Des professeurs qui ont encore cette passion et qui sont prêts à s'investir complètement dans leur métier. Et notre travail, nous, directeurs, c'est de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils soient parfaitement efficaces dans cela. Et donc, quand vous mêlez un environnement, un contexte, une organisation qui fait que voilà, tout est mis en place pour que cela réussisse, à la fin, ça réussit. Très intéressant. Alors, c'est vrai que en vous écoutant tous les deux, on peut avoir un réflexe qui est de considérer que dans une société extrêmement vivante, bouillonnante, voire même qui fait peser sur les enfants beaucoup d'exigences, parfois contradictoires, en termes d'occupation, le rythme de la vie est très intense, la trépidation. On a envie parfois de dire, mais l'enfant, à un moment donné, on a besoin de le remettre au cœur de son enfance, en quelque sorte, dans ce réceptacle, ce buvard impressionnant qu'il peut être pour recevoir des connaissances dans les bonnes conditions. Et donc, c'est vrai que l'école doit préparer les enfants pour demain, tout en les tenant à l'écart aussi d'une certaine intranquillité qu'organise la société. Ça, c'est un vrai défi. Et sur ce sujet-là, on voit bien qu'il y a différentes façons d'y parvenir, différentes pédagogies traditionnelles, innovantes, etc. Mais ça serait un autre débat. Pour vous, Fanny, dans le parcours de création que vous avez mis en œuvre, quel a été l'accueil réservé par les institutions plus classiques dans vos échanges? Et là, je vous demanderai à tous les deux maintenant tous des réponses un peu plus brèves, de façon à ce que je puisse finir de poser certaines autres questions à vous trois. Alors, c'est intéressant la question que vous me posez parce qu'en fait, donc moi, j'ai fait partie de l'éducation nationale en tant que professeur des écoles donc pendant 19 ans. Donc, comme faisais partie de groupes innovants, que j'intervenais dans des congrès et autres et que je participais en coopération avec mes collègues, quand j'ai ouvert l'école et que j'avais participé à des rapports qui avaient été écrits pour le ministère. Donc, quand j'ai ouvert l'école, évidemment, que je me suis adressée à l'éducation nationale pour avoir un soutien, en fait. Alors, ce que j'allais dire, parce que moi, je suis très dans le avec, ils m'ont laissé faire. Voilà. Ils ne m'ont pas aidé financièrement, mais en tout cas, ils m'ont laissé faire, ce qui est énorme. Par exemple, moi, vous parliez des autorisations pour ouvrir une école. Moi, je n'étais pas professeur de collège. Pour ouvrir un collège, il faut savoir qu'à l'époque où j'ai ouvert, donc il y a 4 ans, il fallait soit avoir enseigné 5 ans au collège, soit avoir surveillé 5 ans au collège. Donc moi, je suis allée voir la rectrice de Créteil. Je lui ai dit, écoutez, je n'ai ni enseigné 5 ans au collège, mais voilà mon parcours, voilà l'équipe qui est autour de moi. Et donc, j'ai eu une dérogation pour ouvrir. Donc, je la remercie parce qu'on sait très bien, et Cédric peut en témoigner, que les démarches administratives, en fait, un petit rouage, donc là, c'était pas un petit rouage, c'était la rectrice, mais peut vous bloquer pour l'ouverture. Après, j'ai eu la chance aussi, et je le remercie, Jean-Michel Blanquer, voilà, qui m'avait reçu aussi à l'époque, qui allait être ministre une semaine après, qui m'a aussi écouté, reçu, donné des conseils. Donc, je le remercie encore. Et depuis, j'ai rencontré aussi plusieurs fois ses équipes pour les témoigner des avancées, etc. Donc, j'allais dire, l'éducation nationale n'est pas un soutien financier, mais est un soutien dans le sens où on me laisse, j'allais dire, faire. Et j'ai en plus aussi, depuis le début, puisque j'ai monté un conseil des experts autour du projet de personnes qui m'inspiraient, qui menaient des actions en France et à l'international autour de la recherche, de l'éducation, de l'entrepreneuriat, etc. Une des personnes du ministère qui est depuis le début
affiché dans mon conseil des experts et qui fait partie. Voilà, donc merci. C'est tout ce que je peux dire. Et continuons ensemble. Bon, ça m'aurait intéressé de poser aussi la question à Cédric au sujet de ce qu'il pense pouvoir apporter à l'institution classique, mais le temps des questions du public est venu et donc nous allons leur laisser vous poser leurs questions et je leur cède la parole. Merci beaucoup. Il y a en effet des questions. La première sera pour Cédric Page. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ceux qui veulent innover ? Est-ce qu'il y aurait un faux pas à éviter ? Alors j'imagine quand on est créateur d'école, quand on souhaite devenir créateur d'école, parce que l'innovation dans la classe, elle est aussi compliquée pour les professeurs. Et d'ailleurs, les professeurs d'IFEA sont la plupart du temps, même tous, des professeurs de l'éducation nationale et qui souvent sont arrivés devant des contraintes énormes parce qu'on ne les laissait pas innover dans la classe. Donc ils ont cherché, ils étaient à la recherche de structures qui permettent l'innovation. En tant que créateur d'école, moi je pense qu'il faut, en tout cas ma vision, c'est que pour innover, pour vraiment répondre complètement à la mission qui est d'éduquer, de permettre aux enfants d'être bien, etc., je vais être assez abrupt, il faut de l'argent. Il faut de l'argent et ça coûte de l'argent de bien faire son travail, d'éduquer, de faire une école, etc. Je reviens sur ce que disait M. Hervé Roland, sur les micro-écoles, etc. Je pense que ce n'est pas le bon bout. Le bon bout, c'est d'être ambitieux. Fanny en est la preuve. On peut être une association et trouver des moyens. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas innover quand les bases ne sont pas saines, ne sont pas ambitieuses, qu'on ne paye pas bien ses professeurs, qu'on n'a pas des professionnels. Donc ça veut dire probablement des frais de scolarité qui sont élevés. En tout cas, moi, c'est ma vision. Je crois que Fanny, on la partage. Tant qu'on n'a pas, d'une façon ou d'une autre, des aides de l'État, on ne pourra pas se passer de frais de scolarité élevés. Quand les frais de scolarité ne sont pas élevés, moi, je serais plutôt inquiet. Je m'interroge. Parce qu'encore une fois, la qualité, ça coûte de l'argent. Et donc, l'innovation, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet de business plan, de se dire comment on fait pour avoir suffisamment d'argent pour bien faire son travail. Merci. Une autre question pour Hervé Roland, cette fois-ci. Peut-on à la fois innover et transmettre ? Alors, la réponse est oui. Et je vais être très concret. Et encore une fois, là, c'est personne d'un certain âge qui parle. Moi, j'avais un professeur d'anglais. On a tous un souvenir de plusieurs professeurs exceptionnels. Elle nous apprenait l'anglais. Ça va faire sourire certains avec les chansons des Beatles. Mais c'était très concret puisque l'heure commençait par les 3 minutes d'une chanson des Beatles. Et je vais vous dire une chose que j'ai retenue pour ma vie. Cette chanson s'appelle « When I am 64 ». Vous voyez, je suis très précis. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est une formidable leçon de grammaire. Tous les Français disent « When I will be 64 ». Parce que tous les Français traduisent du français à l'anglais. Et il faut des années à faire comprendre à certains que c'est « When I am, I will ». Et donc, voilà ce que j'appelle de l'innovation. J'ose pas vous dire en quelle année on est, mais vous voyez à peu près, vu mon âge, que l'innovation et la transmission. Et je vais de passant, j'ai aussi eu droit à Eleanor Rigby, Yellow Submarine. Enfin, et c'était une année extraordinaire. Je dis souvent, parce qu'il se trouve que je suis assez bon en anglais, quels sont vos profs ? Et je dis John Lennon et Paul McCartney. C'est ça, l'innovation dans la transmission. En fait, il ne faut pas oublier la chose la plus importante, je crois. D'abord, je vais dire quelque chose, et c'est pas pour faire plaisir aux gens. Il n'y a pas d'activité à plus forte valeur ajoutée au monde que l'éducation. Celui ou celle qui sait, transmet. Et en général, celui ou celle qui aime ce savoir a envie de le transmettre. Même les mathématiques. Moi, j'aimais bien les mathématiques. C'est pour ça que j'étais ingénieur, etc. Mais... Et effectivement, j'ai moi donné beaucoup de cours de mathématiques pour survivre comme étudiant, comme beaucoup, et ça me plaisait énormément aussi. Donc, et je peux vous dire qu'en mathématiques, il y a besoin souvent d'être très innovant parce que il y a beaucoup d'élèves pour qui c'est difficile. Donc, il n'y a absolument aucune contradiction. À partir du moment où on aime et on comprend qu'il faut s'adapter à chaque enfant, eh bien, il faut trouver une manière un peu différente, c'est ça ce que j'appelle l'innovation, pour transmettre son amour de ce que l'on a appris. Et encore une fois, je pense à cet exemple parce qu'il était caractéristique. Maintenant aussi, parfois, il y a d'autres méthodes, mais je me méfie de ce qui est préprogrammé. Ça doit se passer. Il y a
tout ça se passe dans la classe. Alors on a bien compris le problème financier, c'est d'ailleurs une question qui revient aussi, la question des frais d'inscription. C'est évidemment un frein pour innover en éducation aujourd'hui, mais je m'adresse à Fanny. Quels sont les freins, les leviers pour pouvoir innover en éducation aujourd'hui ? Alors j'allais dire les freins, c'est ceux qu'on se met à soi-même. Donc déjà, voilà, il faut déjà s'enlever ses propres freins. C'est aussi, je pense, j'allais dire dans les leviers, c'est être entouré. En fait, moi, je suis entourée d'une équipe, d'une famille où les talents sont supérieurs aux miens autour de moi. Et en fait, chacun apporte quelque chose que je n'ai pas et qui permet d'avancer. Donc, ne pas être seul. Je pense que avoir une équipe solide autour de soi, avoir un socle, garder du temps pour soi. On me voit comme ça, je suis très investie dans mon projet, mais je fais énormément de choses pour moi. Je prends du temps pour être bien, parce qu'on peut mener des équipes que si on est bien. Donc, il faut être bien avec soi. Et puis, j'allais dire aussi, les leviers, ça peut être les autres qui vous les mettent, parce qu'ils vous transmettent en fait leur peur. Donc, notamment, quand j'ai fait ce projet, par exemple, tout le monde voulait que j'ouvre mon école en Seine-Saint-Denis pour les enfants très défavorisés. J'ai dit, écoutez, ça, c'est ton projet. C'est pas le mien. Ce n'est pas que je ne veuille pas m'occuper des enfants en Seine-Saint-Denis, mais ce n'est pas le projet qui, moi, va me permettre d'avoir le maximum d'impact. Donc, je pense qu'il faut aussi bien se connaître, c'est-à-dire les premiers leviers sont les siens. Écouter les autres. Je vais sans cesse, moi, rencontrer des personnes à qui je pose les mêmes questions. Quels conseils vous pouvez me donner pour la stratégie, pour les enfants, pour l'équipe, pour moi? Et en fait, je prends de chacun une chose, je pourrais vous en citer, je ne sais pas, des centaines, qui m'ont aidé à bâtir ce projet. Par exemple, je vous en cite un, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'élèves que ton projet réussira. Aujourd'hui, on a énormément d'impact, et notre impact, il ne vient pas de notre nombre d'élèves. Il vient de tous les gens en fait, qui sont impliqués, et du fait qu'on communique et que ça part en réseau partout dans le monde. Donc voilà, donc, c'est un exemple comme ça que je peux donner. Donc j'allais dire, premier frein, soi-même, bien se connaître, être bien avec soi, s'ancrer, travailler là-dessus et bien s'entourer. Merci beaucoup, Fanny. Aucun frein si l'on peut vraiment avoir confiance en soi, si l'on peut développer tout son potentiel. C'est ce que vous proposez dans vos écoles. Je m'adresse maintenant à Cédric Page avec la question sur l'accessibilité de ces structures innovantes. Comment les rendre accessibles à tous ? Car le frein financier reste réel. En 1 minute. Bon, alors déjà, il y a une question politique. Je pense que s'il n'y a pas une vision politique qui permet de rendre accessibles des écoles privées, plus accessibles, je pense elles seront de fait un peu fermées. Après, il y a au cas par cas, et dans notre école en particulier, on a des bourses qui sont données à peu près 15% des élèves qui permettent de rabaisser les frais de scolarité. Et on aura dès l'année prochaine des fondations qui financeront complètement la scolarité de certains élèves. Mais ça reste que des pourcentages, je vous dis 15% des élèves, etc. Parce que, encore une fois, le modèle, la qualité de la pédagogie, elle a un coût et qu'aujourd'hui, le principal financement de ce coût, il se fait par les frais de scolarité. Merci Cédric. Écoutez, moi je voulais vous remercier tous les trois d'avoir pu répondre à nos questions. Sur cette question du financement, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai en particulier le souhait de pouvoir soutenir, et j'ai commencé à en parler avec des parlementaires, un mécanisme qui permet au moins d'appliquer aux établissements scolaires indépendants le même dispositif qui existe pour des structures comme Academia. Les écoles qui aujourd'hui prennent en charge toute la journée ces élèves devraient au moins pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, au même titre que les parents déçus par ce qui est enseigné à leurs enfants sollicitent des soutiens scolaires le soir en ayant un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt. Je crois que ça serait déjà un peu d'oxygène donné à ces établissements pour pouvoir se développer plus sereinement. Merci infiniment. Cette capacité à innover est vraiment appréciée et je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage lors de l'IPSCO. À bientôt à tous. Merci.